Alors, la première question que je vous lancerai, alors à vous de voir comment vous répondrez. Portrait sur peut-être le paysage des rapports collectifs de travail. Est-ce que ce paysage-là, ce paysage juridique, évidemment, hein, pré-NADO, post-NADO, est-ce qu'il s'est transformé au cours des dernières années et si oui, comment et pourquoi? Peut-être on pourrait commencer avec ça. Pierre? OK. Mais au niveau du paysage, de la transformation, on peut le regarder sous l'angle des négociations, on peut aussi le regarder sous l'angle des relations de travail, mais si on regarde sous l'angle des négociations au niveau de la transformation du paysage, on peut rapidement penser qu'il y a, disons, une dizaine d'années, lorsque venait le temps de renouveler une convention collective, les syndicats réunissaient leurs membres en assemblée générale, prenaient la cueillette des demandes, préparaient un cahier de demandes et rencontraient l'employeur et donc faisaient le dépôt syndical. Et par la suite, on commençait la négociation et l'employeur était comme en défense. Maintenant, c'est tout à fait différent. Maintenant, les demandes syndicales sont davantage squelettiques. Les gens se battent pour conserver leurs acquis, alors que l'employeur est en demande bien souvent dans le cadre d'une négociation pour le renouvellement des conventions collectives. On peut penser rapidement, et c'est des sujets très importants avec lesquels nous faisons face, on peut penser d'une façon claire aux avantages sociaux, les employeurs qui veulent récupérer au niveau des avantages sociaux, que ce soit par toutes sortes de formules de guichets à la carte, donc toutes sortes de régimes d'assurance collective qui sont évidemment moins bonnes, la couverture est moins élevée. On peut penser aussi que les employeurs veulent faire disparaître des régimes de retraite à prestations déterminées pour imposer des régimes à cotisation déterminée et aussi qu'ils veulent imposer des genres de clauses orphelins parce que ces nouveaux régimes ne s'appliqueraient qu'aux nouveaux salariés. Donc, un certain nombre de sujets contemporains avec lesquels nous allons éventuellement développer dans cette heure qui nous est allouée. Avec un micro dans les mains. Ben, moi, j'ai davantage considéré la question sous l'angle des modifications. J'ai dû reculer jusqu'à ma naissance dans le milieu juridique, donc il y a à peu près 23 ans. Et j'ai davantage considéré la question sous l'angle législatif, donc les modifications législatives, mais aussi les avancées jurisprudentielles qui sont survenues au cours des 23 dernières années. Et j'ai établi 5 moments marquants qui sont venus en quelque sorte individualiser les rapports collectifs de travail, des rapports collectifs, mais qui sont venus les individualiser et peut-être fragmenter l'action syndicale ou la rendre peut-être plus en fonction des droits individuels et des droits fondamentaux. Alors, ces pans-là ou ces éléments-là qui sont venus marquer, à mon sens, le paysage juridique, sont la charte, bien qu'elle date de 82, je pense qu'au Québec, on s'en est saisi ou on s'est approprié de la charte un peu tardivement, contrairement à nos collègues canadiens. Mais la charte est venue marquer de façon très, très profonde l'action syndicale, en ce que on se doit, autant au niveau de la négociation qu'au niveau de la représentation, de considérer ces droits fondamentaux. Et la représentation, bien, ça fait en sorte qu'on dépense énormément de ressources, soit matérielles, humaines, mais aussi financières, mais humaines de tous les côtés, là, même pour ceux qui représentent les individus. Alors, donc, la Charte est un élément, à mon sens, qui a marqué les dernières années. Évidemment, la compétence sans cesse grandissante des arbitres de grief, on en a parlé un peu plus tôt ce matin, mais je rajouterais peut-être aussi la compétence au niveau de la capacité d'un arbitre de grief à trouver le remède approprié. On peut penser à l'arrêt Lethbridge, mais également un arrêt plus récent, l'arrêt Norman, qui, à mon sens, et là je peux me tromper, on pourrait avoir une opinion contraire, mais fait en sorte qu'on est véritablement maintenant, non seulement devant un tribunal spécialisé, mais devant un tribunal qui doit nous apporter une solution complète et définitive au litige.
Évidemment, et ça aussi on en a parlé un peu plus tôt ce matin, des dispositions introduites sur le harcèlement psychologique qui ajoutent à la complexité de la représentation, mais qui font en sorte aussi qu'on s'intéresse énormément aux individus, plus qu'à la collectivité, et qui font en sorte que, autant localement qu'au niveau des centrales syndicales, on se doit évidemment d'agir promptement avec célérité, mais aussi assurer une représentation de qualité, mais à dépenser aussi énormément de temps, de ressources matérielles, financières et humaines. Et comme si c'était une conséquence de cette immense individualisation, il y a la compétence élargie sur 47.2 de la CRT. Évidemment, il y a depuis cette ouverture ou ce bar ouvert à la contestation de l'action collective, en fait, je la caricature ainsi, puisque c'est l'occasion pour les salariés syndiqués de se plaindre, non pas contre leur employeur, mais contre leur syndicat. Et là, je dois vous avouer que, toutes centrales confondues, bien que je travaille qu'à une seule centrale, évidemment, à la CSN, mais je suis convaincu que toutes centrales confondues, on dépense énormément de temps et d'argent à représenter les syndicats dans leurs décisions, dans leurs choix collectifs. Alors, ça a un effet d'individualisation, mais de fragmentation, et ça a pour conséquence, à mon sens, ça n'a rien de très scientifique, mais c'est un constat de praticien, ça a pour conséquence ou ça a pour effet de rendre l'action syndicale ou la perception du syndicat de la part des membres comme étant une espèce de régime assurantiel ou de banque à piton où moi je paye des cotisations et tu dois assurer ma représentation coûte que coûte. Et dans un autre ordre d'idée, là je ne veux pas voler l'idée à ma collègue, mais je vais vraiment juste surfer sur cet aspect-là. Les quelques oubliés qui pouvaient être appelés les travailleurs dépendants ou même indépendants en quelque sorte. Je vois quelques auteurs de rapports qui se sont intéressés à la question, mais on peut penser à l'introduction de différentes lois, comme, et la plus ancienne, me semble-t-il, est la loi sur le statut de l'artiste. Il y a évidemment RSG, RIRTF, qui ont modifié le paysage juridique. Et sans parler d'individualisation, évidemment, personnellement, pour m'être attardé à la loi sur le statut de l'artiste et avoir représenté certaines associations, au moins une d'une façon importante, la PASQ, les négociations qui sont menées un peu à l'image de la loi sur les normes du travail. Alors, on vient établir un seuil minimal de conditions de travail et ça finit par désintéresser une partie du groupe qui ne s'intéresse pas à leurs conditions minimales, mais qui s'intéresse à leurs conditions maximales. Et on leur permet, évidemment, étant des entrepreneurs indépendants ou dépendants, on ne sait trop comment les qualifier, mais ce ne sont pas des salariés. Notion difficile à cerner. Mais ceci dit, ils vont eux-mêmes négocier leurs propres conditions de travail au-delà de ce qui est prévu par la négociation collective. Alors, il y a un effet parfois d'opposition à l'intérieur du groupe, et ça a pour effet de rendre l'action syndicale un peu, j'allais dire bancale, mais disons particulière. Mais comme j'ai volé l'idée à ma consoeur, je lui passe le micro. Alors, il m'en reste peu à dire. C'est toujours de même quand on est au bout de la table. Alors, mais rappelons le contexte, effectivement, de la législation pour le régime particulier des conditions de travail pour les responsables des services de garde. Vous vous souviendrez que le mouvement de syndicalisation de ce groupe-là était évidemment fait en vertu des dispositions du Code du travail. Donc, ce sont des personnes qui recherchaient l'accréditation au terme du Code du travail et qui, par ailleurs, a donné lieu à plusieurs décisions. À l'époque, on avait le Tribunal du travail qui a confirmé le statut de salarié de ce groupe-là. Évidemment, ça avait un coût financier fort important pour le gouvernement, que lui considérait que non, puis il a toujours prétendu que c'était le cas, que c'était des travailleuses autonomes, des prestataires de services et que, par conséquent, c'était faux de leur reconnaître un statut de salarié. Alors, pour s'assurer de maintenir le statut de prestataire de service, on a vécu en 2003 l'adoption de 2 lois fort importantes, qui étaient la loi 7 et 8, et qui touchaient aussi les responsables de ressources intermédiaires pour les familles d'accueil, finalement. Alors, évidemment, cette loi-là statuait de façon déclaratoire et de façon rétroactive
que les responsables de services de garde en milieu familial étaient des prestataires de services et annulaient tous les faits des décisions rendues par le tribunal du travail et, à l'époque, qui était le bureau du commissaire général du travail. Évidemment, ça a été contesté. Ça a été contesté sur la base de la discrimination, de l'atteinte à l'égalité, et un jugement rendu en 2004 par la juge Grenier reconnaissait l'invalidité constitutionnelle de ces dispositions-là. Fort de ce jugement-là, le gouvernement, à l'époque, qui était Mme Jérôme Forget, dit effectivement, nous n'irons pas en appel et planche sur un projet de loi pour leur créer un régime particulier, leur reconnaissant évidemment le droit d'association, mais aussi le droit de négocier. Se pose dans ce régime-là, actuellement, suite à la deuxième ronde de négociation, beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur est-ce que cette loi-là permet un réel processus de négociation sur des conditions substantielles de leur travail. Alors, il y a une réflexion qui est amorcée. On ne sait pas où ça va nous aboutir, mais c'est dans l'air. En tout cas, c'est sur la planche de travail de certaines organisations déjà. Donc, oui, le paysage juridique change parce qu'on a une volonté de permettre l'accès à un régime de protection collectif parce qu'individuellement, les conditions de travail ne permettent pas, ou le rapport de force ne peut s'établir permettant d'améliorer ces conditions de travail. Et avec, évidemment, toutes les nouvelles décisions rendues par la Cour suprême sur la liberté d'association, c'est fort de ces renseignements-là ou de ces enseignements-là que le paysage juridique change, mais au moins sur ce volet-là, de façon plus positive que pourrait changer sur d'autres aspects. OK. Alors, je retiens 3 choses, juste peut-être pour synthétiser. 3 choses intéressantes, il me semble, complémentaires. Pierre évoquait la question du rapport de force, la perte de vitesse, finalement, de la capacité des syndicats qui sont dans une position où ils doivent maintenir leurs acquis. Et nos 2 autres collègues ont parlé davantage des changements dans l'encadrement normatif, tant sur le plan des droits, le harcèlement, l'introduction, ou les changements, en fait, je devrais dire, à 47.2 et la création de régimes particuliers de rapports collectifs, disons, de façon plus accélérée dans la dernière décennie. Si on regardait maintenant du côté des litiges, est-ce que, chacun de votre côté, peut-être de façon similaire pour les 3, est-ce que vous avez constaté des changements dans le type et le nombre de dossiers qui sont effectivement donc judiciarisés dans vos organisations syndicales? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des tendances? Peut-être on va commencer par Claudine. Okay. Oui, c'est ça. Oui, il y a un changement dans le nombre de dossiers judiciarisés et c'est beaucoup en lien avec l'impact du devoir de représentation. Vous savez, l'introduction à la convention collective de conditions implicites, de droits prévus aux chartes n'améliore pas l'absence de judiciarisation, mais accroît plutôt la judiciarisation, à mon avis. Parce que le salarié qui vient nous voir, comme signalait Éric, il vient nous voir parce qu'il est aux prises avec un problème qu'il juge être individuel, qu'il juge important, suffisamment important pour que le syndicat le prenne en charge. Souvent, la complexité des dossiers fait en sorte que, d'emblée, les ressources au local, que ce soit les gens libérés, sont souvent un peu démunis aussi par la complexité des questions qui leur sont soumises. Ils sont aussi aux prises avec, effectivement, c'est quel forum auquel le salarié doit s'adresser? Est-ce que je prends en charge son recours? Est-ce que je le mets dans mon panier de service puis je lui assure une défense, notamment dans les dossiers d'accident de travail? Bref, oui, il y a une augmentation de la judiciarisation des dossiers parce que c'est de plus en plus complexe. Maintenant, les dossiers, c'est rare qu'on va avoir juste une question d'interprétation de la convention collective puis qu'on va être devant l'arbitre une seule journée. Ce que je constate, c'est que j'ai des dossiers qui prennent de plus en plus d'ampleur en termes de journée, pas seulement parce que ça constitue une question de harcèlement psychologique,
mais souvent est greffé à une situation, par exemple, de prestation de travail où un employeur considère que le salarié ne fournit pas une prestation de travail de qualité, lui fournit une liste d'attente ou de mise au point. À la lecture, ça semble être une mesure administrative, mais on constate qu'il y a un petit volet effectivement disciplinaire. Mais quand on embarque là-dedans, c'est toute la question de savoir est-ce qu'effectivement l'employeur a exercé son droit de façon raisonnable? Est-ce qu'il n'est pas en train d'introduire une mesure disciplinaire au lieu d'une mesure administrative? Donc, oui, ça se complexifie. Sa sagesse. Dans les changements dont on peut parler, en tout cas dans le domaine où nous, on agit, on représente surtout des employés de bureau, des employés de soutien administratif, technique, paratechnique ou des professionnels. On représente des avocats, des architectes, surtout dans le cadre de nos litiges ou des gens dans le détail, souvent des universitaires. Et je vous dirais que un des changements importants avec lequel nous faisons face, c'est le fait que, dans les nouvelles tendances, que l'employeur a une tendance très forte à réagir à un grief par un grief de l'employeur. Et je pense que ça mérite la peine de regarder certaines illustrations contemporaines. Je vais vous donner un exemple dans le secteur du détail, pour ne pas mentionner l'employeur pour l'instant. Une personne sur son blog, disons, donne son opinion par rapport à l'employeur qui réplique par une mesure disciplinaire. Le salarié dit non, c'est l'exercice de ma liberté d'expression. Alors, par ailleurs, l'employeur non seulement réplique en disant que le grief n'est pas fondé, mais dépose aussi un grief dans lequel il réclame des dommages-intérêts. Dans lequel il réclame des dommages-intérêts parce que la réputation de son entreprise en a souffert. Ce type de grief-là est de plus en plus courant. On l'a aussi en matière de langage abusif. On a un cas où il y aurait une allégation de langage abusif contre une directrice de ressources humaines qui a répliqué par un grief en disant qu'elle se fait harceler par le salarié. On a un cas où une salariée profitant des rabais, vous savez, dans l'industrie du détail, les salariés ont droit à des rabais lorsqu'ils peuvent acheter des articles à rabais 10 ou 20 %. Alors, l'employeur a congédié une salariée parce qu'elle peut-être avait bénéficié un peu trop largement d'un certain nombre de rabais. Et il lui réclame évidemment les sommes que l'entreprise a perdues. Lors du renouvellement d'une convention collective, l'employeur surveille les tracts syndicaux et réplique par des griefs parce qu'il prétend que l'on calomnie l'entreprise. Donc, c'est une tendance très forte. Je sais aussi, pour avoir parlé avec une association de policiers, qu'ils font face à des griefs patronaux qui impliquent des millions de dollars pour différentes raisons. Donc, c'est une tendance importante avec laquelle nous faisons face, ce qui amène comme conséquence, évidemment, que nous devons être davantage outillés pour faire face à ces questions. Pour ceux qui, évidemment, l'auditoire est assez jeune, mais auparavant, les conseillers syndicaux plaidaient leur propre cause. Et qui n'avaient pas nécessairement de formation juridique, quoique chez nous, il y a beaucoup de personnes qui ont une formation juridique. Maintenant, lorsque l'on fait face à des griefs patronaux, donc ça demande un autre type de défense qui est fondée sur la responsabilité civile délictuelle. Donc, ça demande des connaissances accrues, ce qui fait que le recours aux avocats devient de plus en plus nécessaire. Donc, c'est certaines questions contemporaines avec lesquelles je pense toutes les centrales syndicales ont à agir et on a certainement tous une pluie d'exemples à vous donner. Bien, on a pu constater de notre côté une augmentation du nombre de dossiers de harcèlement psychologique, évidemment, mais c'est souvent des dossiers qui sont, que je qualifierais à pleine croisée. Alors, c'est du type disciplinaire, administratif, des dossiers de congédiement, mais où on va aussi retrouver des plaintes, en fait, des griefs qui supportent l'idée de harcèlement psychologique et on se retrouve finalement au cœur de drames humains. Alors, passe toujours quand on est dans un grand syndicat où ils sont de moins en moins nombreux, mais
ces drames-là arrivent dans des petites boîtes où il y a entre 10, 20, 30 personnes dans l'unité de négociation. Alors, ces drames humains-là ont plusieurs conséquences. Évidemment, on doit s'en occuper. Alors, ça amène, oui, à des compétences juridiques, parce que les dossiers sont lourds à gérer localement, mais deviennent lourds également à gérer lorsqu'il s'agit de faire la représentation. Lourds parce que ce sont des drames humains, mais lourds parce que parfois, ce sont des questions de droit complexes, de toutes sortes, et lourds aussi à administrer sur le plan de la preuve. Et ça a aussi pour effet d'opposer des individus entre eux. Quand le harcèlement se passe à l'intérieur de l'unité de négociation, Dieu sait que c'est fort complexe. Et ça oblige une forme de double représentation. On le sait depuis longtemps. Là, le tribunal du travail nous avait déjà dit, harceleurs, harcelés, soyez très prudents au niveau de la représentation syndicale. Alors, il faudrait pratiquement arriver avec un mécanisme bipartite d'enquête. Alors, ça devient très, très lourd, s'assurer d'une forme d'indépendance pour ne pas préjuger d'absolument rien. Et donc, ce sont des dossiers qui sont lourds à gérer localement, mais aussi quand vient le temps d'en faire la représentation. Alors ça, au niveau de la qualification des litiges, là, du nombre de litiges, ça, je vous dirais que c'est beaucoup plus fréquent. Et dans le cadre de la pratique qu'on a au service juridique dans les 10 dernières années, le volume de dossiers collectifs a énormément diminué. Alors, les dossiers Code du travail, on avait un bon lot de dossiers d'accréditation. Heureusement, la mécanique a changé, les accréditations sont émises plus rapidement. Mais pour toutes sortes de raisons, on se retrouve avec beaucoup plus de dossiers provenant des fédérations, donc des arbitrages de griefs. Et c'est souvent des dossiers disciplinaires, d'harcèlement psychologique et des dossiers de congédiement. Alors, il y a une complexification sur le plan juridique, c'est lourd à administrer, c'est lourd aussi au niveau de l'administration de la preuve. Il faut être vigilant, donc les conseillers doivent être outillés, ce qui a pour effet de ramener les dossiers au service juridique, et ce qui a aussi pour effet il y a un effet d'entraînement au niveau chez les membres. Alors, les membres ont parfois tendance à vouloir exiger la présence d'un avocat, c'est pas toujours souhaitable, mais ils ont souvent ce réflexe-là. Mon dossier est complexe. Ils sont, les membres, bien informés. Il y a une forme de démocratisation de la connaissance par Internet. C'est pas toujours accurate, mais il y a quand même beaucoup de sources. On s'approvisionne autant chez le beau-frère qui est avocat que sur Internet maintenant. Donc, on pousse. Tous les droits sont importants, ça va, mais les droits de l'individu sont 4 fois plus importants que l'individu d'à côté. Donc ça ressemble à la pratique presque quotidienne. Alors, sur le même sujet, pour les griefs patronaux, effectivement, c'est un constat qu'on peut faire à la centrale en réaction au dépôt d'un grief de harcèlement. Souvent, l'employeur réagit par un grief patronal. Dans ce grief patronal, non seulement il accuse le syndicat d'avoir abusé de ses droits dans l'exercice de sa représentation, mais il va également viser le salarié comme étant un élément fautif aussi. Il va réclamer, évidemment, les coûts de l'enquête qu'il aura dû mener, les dommages moraux du cadre qui serait visé par le harcèlement, des dommages punitifs. Donc, c'est rien pour, évidemment, améliorer les rapports collectifs de travail. Et ça judiciarise encore plus les rapports collectifs, parce que vous comprendrez que dans une situation comme celle-là, on va déposer un 12. Hein, on va dire que c'est de l'entrave. Pour le salarié, on va dire que c'est des mesures de représailles. Donc, toute la situation va se multiplier des recours par rapport à un événement. Je vous dirais qu'on a fait une compilation à la centrale, mais je ne pourrais pas vous la mettre en rapport avec d'autres types de griefs. Mais entre 2010 et 2015, ont été déposés 85 griefs patronaux sur divers sujets. Par exemple, ça peut être simplement réclamer une récupération salariale pour un salaire versé en trop, alors que le salarié aurait déposé un grief pour contester la récupération. Donc, encore là, un chassé-croisé de recours, mais dans quel but? Dans le but de forcer un règlement ou dans le but d'empêcher l'action collective ou la représentation syndicale? C'est ce débat-là que soulève le dépôt des griefs patronaux. Et pour ce qui concerne la question de judiciariser, on l'a dit tantôt, c'est peut-être plus facile, mais des fois, c'est aussi politiquement plus rentable de le faire.
Alors, c'est pour des raisons comme celle-là qu'on peut constater qu'il y a un accroissement de la judiciarisation. Puis je vous dirais que ces dernières années, c'est plus difficile aussi de tenter de régler les griefs. Les positions sont assez cristallisées au moment où on arrive à l'audition. Souvent, le dépôt du grief et le temps qu'on soit présent devant l'arbitre, on peut espérer que ça donne suffisamment de temps pour laisser tomber la poussière puis nous donner une occasion de régler le grief, mais je vous dirais que, généralement, ça réveille des passions et ça nuit davantage à tenter de régler un dossier. Le seul élément que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure au niveau des griefs de l'employeur, c'est qu'évidemment, nous, voyons ça comme étant des poursuites bâillons, d'une certaine façon, parce que ça a pour effet évidemment de mettre le salarié dans une position beaucoup plus difficile. Si le salarié est congédié pour avoir, je ne sais pas moi, fait un langage abusif ou avoir abusé du régime de rabais d'un employeur, c'est certain que si cette personne fait face à une poursuite en dommages-intérêts qui représente peut-être 20 ou 25 000 cette personne-là est plus vulnérable à des règlements hors cours. Évidemment, on parle ici beaucoup de judiciarisation. D'une certaine façon, nous, on s'est demandé, mais on ne l'a pas encore fait, si on ne devrait pas opposer à un grief patronal un contre-grief pour montrer que c'est une poursuite bâillon qui n'a qu'un seul effet, dans le fond, c'est-à-dire d'amener le salarié à se désister ou à régler à rabais. Jusqu'à présent, on a plusieurs dossiers actifs au niveau de ces griefs et de ces contre-griefs. Mais c'est sûr que ça met de la pression au niveau du salarié pour l'amener à régler. Alors, au risque d'être redondant, sur 47.2, j'ai oublié de souligner, alors que généralement, les 47.2 vont concerner ou vont faire appel à des droits plus individuels. La CRT, récemment, 2013, là, mais ça a été confirmé en révision, a même autorisé plusieurs salariés, dans l'affaire Parmalat, plusieurs salariés à se plaindre contre le syndicat de ne pas avoir logé un 39 à l'occasion de la fermeture d'un établissement ou d'une... Je ne sais pas si c'est l'établissement comme tel ou si c'est un département, mais donc à l'occasion d'une décision purement syndicale, alors que c'est le genre de recours qui appartient traditionnellement au syndicat et qui concerne la collectivité, la CRT vient nous dire que dans le cadre de 47.2, des salariés peuvent se plaindre de la décision syndicale et autoriser ces mêmes personnes à, comme s'il s'agissait d'un grief en quelque sorte, à agir sur le 39 et donc à bypasser en quelque sorte la décision collective. Alors ça m'apparaît aussi être un changement assez important, qui vient encore une fois cristalliser l'espèce d'opposition ou de dualité entre l'individu et la collectivité. Et je ne suis pas sûr que ce soit pour le mieux. Un dernier aspect sur la judiciarisation. Dans les griefs de harcèlement psychologique, dans le secteur de l'éducation, les cadres des commissions scolaires sont représentés par des associations. Il y a 2 types d'associations selon le niveau hiérarchique occupé par le cadre. Alors, ce qu'on a comme changement dans notre pratique, c'est l'intervention de l'association dans les dossiers d'arbitrage. Et là, évidemment, il a fallu traiter du type d'intervention, quel espace peut occuper ce tiers dans le dossier, alors que nécessairement l'employeur commission scolaire prend parti pour le cadre visé par le harcèlement lorsqu'il défend ou s'oppose au grief de harcèlement. Donc, ça a donné lieu effectivement à des débats juridiques qui n'ont pas aidé à régler le dossier rapidement. Ça va. Moi, je vais ajouter une question qui n'est pas sur ma petite liste, mais je suis sûre que vous n'aurez pas de misère à trouver une réponse. On a beaucoup parlé ce matin d'enjeux afférents à la compétence. Donc, qui est compétent, comment on trouve la voie vers la détermination de la compétence, c'est quoi le meilleur chemin, puis ça, moi, je me pose la question, je vous la pose, quelle incidence ces enjeux-là ont? Comment les salariés vivent ça dans vos organisations?
C'est des débats qui sont longs. On ne traite pas de leur congédiement, on ne traite pas du harcèlement qu'ils vivent. Donc, je me pose la question, peut-être que vous n'avez rien à dire là-dessus, mais comment vos salariés vivent ça dans vos organisations quand on est en milieu syndiqué? Je sais pas qui veut. Bon, je peux commencer. Je suis en train d'en vivre une situation comme celle-là. Une disposition de la convention collective qui prévoit que tous les salariés qui enseignent à la formation sur mesure ne sont pas couverts par les dispositions de la convention collective. Et là, commence une séance en conférence préparatoire avec l'arbitre de grief pour déterminer la planification de ce dossier-là. Et là, j'entends le procureur patronal me soulever 5 objections sur la compétence de l'arbitre. Alors, pendant ce temps-là, alors que je réclame juste l'inopposabilité de la disposition en vertu de l'ordre public, j'aurai à débattre en septembre uniquement tout le volet de ces objections-là sur la juridiction, les tribunaux compétents. Il soulève que ce n'est pas le bon tribunal, mais je ne l'ai pas encore entendu me dire lequel, et je le cherche toujours. Alors voilà, oui, c'est dramatique. Bien, en fait, effectivement, avec la surjudiciarisation, je pense qu'on constate que les salariés ont de plus en plus, sont déconnectés par rapport à toute la problématique juridique qui naît dans les conflits entre employeurs et syndicats. Ils ont de plus en plus de difficultés à comprendre, parce que souvent même on peut plaider pendant 1 heure sur une question d'objection préliminaire sans même prononcer le nom du salarié. Alors, véritablement, il n'est pas trop sûr de savoir où on s'en va. Et effectivement, il y a une déconnexion, je pense, du salarié par rapport à tous ces enjeux-là, ce qui, évidemment, a pour effet de nuire, je pense, au milieu syndical qui perd un peu qui fait de plus en plus de juridique, enfin. C'est peut-être pas je pense que c'est pas vraiment le sens à donner au mouvement syndical. C'est pas un mouvement d'avocats, là, c'est un mouvement syndical. Et c'était très certainement pas l'esprit de la création des tribunaux d'arbitrage. Oui. Bon, mais ça fait un bon lien avec le prochain bloc de questions. Justement, parlant d'action syndicale ou d'action collective de type syndical, comment, je vous poserai la question, comment les changements, soit au paysage juridique des rapports collectifs ou des types de litiges qui se judiciarisent de façon accrue, de ce que j'entends, ont transformé le rôle des différents intervenants au sein de vos organisations. On parle des avocats, mais il y a aussi ces délégués qui sont sur place, qui sont en contact étroit avec les travailleurs syndiqués, avec les représentants syndicaux. Comment ça a changé la répartition des rôles et des fonctions qui peuvent être assumées finalement par ces différentes personnes? Je ne sais pas qui veut commencer. Tu avais commencé tantôt? Non? Allons-y. Éric en l'a soulevé un peu tantôt. On demande aux représentants syndicaux d'avoir une très bonne connaissance ou du moins d'être en mesure d'être soutenus par soit une fédération auquel ils seraient affiliés ou encore par la centrale directement, dans les cas où ils sont en centrale syndicale. On ne peut plus se permettre de ne pas créer autour du syndicat local un milieu isolé. Compte tenu de la complexité des situations puis de la loi, ils ont besoin, à mon avis, je pense que même que c'est rendu nécessaire qu'ils aient du soutien technique, qu'ils puissent au moins puiser de l'information pour les aider et les guider dans leur action de défense. Parce que, comme soulignaient Pierre et Éric, on est beaucoup sur la défense au local. Hein? On n'est pas tellement sur les projets, là, on est sur la défense. Et c'est un milieu pour avoir, si vous avez l'occasion de vous rendre dans un syndicat local, vous allez voir comment ça peut être une ambiance de travail tout à fait survoltée. Les téléphones rentrent, les syndicats qui ont peu de moyens, ils n'ont pas nécessairement de libération quotidienne. Donc, c'est une vocation, à mon avis, de devenir un représentant syndical. Et en même temps,
je pense que les gens, quand ils commencent, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Puis quand ils le constatent, ils se disent « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Mais ils vont par passion. Je vous dirais que les gens, ils vont vraiment par passion parce qu'ils y croient. Alors, ça les aide à persister et à continuer. Mais ils sont dans un tourbillon quotidien uniquement à répondre à des questions individuelles en lien avec des préoccupations individuelles. Ben, peut-être pour imager, soyons graphiques, imaginez une unité syndicale de 10, qui n'est pas très, très rare, et qui vivrait et de salaires fort, fort moyens, donc disposant de très peu de ressources sur le plan des cotisations. En fait, pas énormément. C'est pas un gros butin, c'est pas un syndicat avec un immeuble et tout ce que vous voudrez avec des placements. Alors, imaginez dans cette unité qu'il y a un seul cas d'accommodation et un cas d'harcèlement psychologique impliquant 2 personnes de l'unité. On est déjà à 3 contre 4, à 3 contre 7. Alors, évidemment, ça change la dynamique du lieu de travail. Alors, penser action syndicale dans ce contexte-là, ça devient un peu difficile. Penser également à favoriser des prises de position contre l'austérité, à la grève sociale ou même à penser à leur propre négociation de convention collective. Alors, ça devient quand même assez difficile. On ajoute évidemment l'investissement de ressources, parce qu'effectivement, là aussi, la conséquence, c'est qu'il faut que comme centrale et affiliateur de ce syndicat local, bien, il faut être en mesure de répondre à la demande. Donc, ça occupe des gens, il faut les outiller juridiquement. C'est un champ d'investissement assez important. De sorte que ils sont un peu laissés à eux-mêmes, ces gens-là, localement, bien qu'on tente de leur venir en aide. Et ces problèmes finissent par, en quelque sorte, occulter l'action syndicale et la mission première du syndicat. Je vais continuer peut-être dans certains aspects imagés. C'est certain que les questions étant beaucoup plus complexes maintenant, premièrement, il y a le défi de la formation. Au point de vue des syndicats locaux, souvent c'est le délégué de la base qui doit être appelé, quelquefois à brûle-pourpoint, à rencontrer la direction des ressources humaines parce qu'une personne est convoquée pour une mesure disciplinaire pour, disons, avoir volé ou fraudé l'entreprise. Ce délégué-là, là, dans la pratique, il est démuni. Il a besoin d'être formé parce que tout le monde écoute la télé, tout le monde sait qu'on a le droit à une défense pleine et entière, on a le droit au silence. Et je sais qu'il y a des arbitres dans la salle, alors je vais les regarder, mais pour vous dire que lorsqu'on est en arbitrage, éventuellement, disons en matière de fraude ou de vol, la question est souvent posée, comment a réagi le salarié à la première occasion? Hein? Est-ce qu'il a admis les faits? Est-ce qu'il les a contestés? Parce que ça va être un motif ça, que l'arbitre va prendre en considération dans son délibéré. Alors nous, il faut outiller le délégué pour bien lui faire comprendre quelles sont les avenues à entrevoir. Parce que la tendance naturelle d'un délégué, c'est de dire « Non, 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 tu ne réponds pas ». Et puis, éventuellement, ça peut nous être reproché dans le cadre d'un arbitrage. Donc, ça, c'est le premier point. Outiller les délégués, les former. Ce n'est pas évident, là, parce que souvent, les délégués, même, ça dépend du domaine dans lequel on est, mais souvent, les délégués n'ont pas de formation académique poussée et leur faire un cours en accéléré, c'est pas évident. Ça, c'est au niveau des délégués. Je vous dirais maintenant qu'au niveau des conseillers syndicaux, il y a une transformation importante. Quand on regarde les conseillers syndicaux d'aujourd'hui par opposition à ceux d'il y a une vingtaine d'années, le conseiller syndical aujourd'hui, c'est un bachelier. Généralement, en tout cas chez nous, c'est des gens qui sont des diplômés universitaires et qui ont un bagage de connaissances et qui leur permettent, et qui même quelquefois c'est insuffisant, mais qui ont un bagage de connaissances qui vont leur permettre de pouvoir prendre des positions devant l'employeur. Vous savez, les questions sont, comme on le dit, les questions sont complexes. J'ai à l'esprit des clauses orphelins que l'employeur veut introduire. Clauses orphelins, les salariés qui sont en place, leur défense naturelle, c'est de dire « ça ne me regarde pas, c'est les autres que l'on va embaucher ». Donc, le conseiller doit être capable de convaincre ces personnes-là. En théorie,
En théorie, on dit qu'il faut s'objecter aux clauses orphelines, mais en pratique, c'est pas évident de réussir à faire comprendre ça. Donc, même le conseiller lui-même doit être outillé. En fait, il y a une tendance facile, je sais pas, à, excusez l'expression, à pitcher au juridique les questions du quotidien. Parce que les gens ont peur, avec raison, ils ont peur d'être poursuivis. Ils ont peur d'être poursuivis sur un 47.2. Si on a donné une mauvaise opinion à la personne, puis qu'il se retrouve, disons, congédié, ou s'il avait donné une version différente, aurait eu plus de chances de s'en sortir. Donc, il est important là, de voir toutes ces facettes-là. Donc, dans le quotidien, ici, il y a beaucoup d'avocats ou d'étudiants en droit. Évidemment, il y a de l'avenir. Hein, il y a de l'avenir pour les gens qui ont une formation juridique dans les syndicats. Et donc, ça, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, j'en fais pas de jugement de valeur. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le milieu syndical n'est plus ce qu'il était. Non, ça va? OK, c'est bon. Autre question que je vais décliner en deux parties, celle-là. La question que je poserais, c'est toutes ces transformations et ces changements dont on parle depuis tantôt, quel impact maintenant sur la capacité ou la façon, finalement, de faire de l'action collective auprès de vos syndiqués? Comment mobiliser, finalement, vos personnes qui sont déjà à l'intérieur je dirais, de l'enceinte syndicale. On pourra revenir après peut-être sur la question de l'attractivité syndicale pour les gens non syndiqués, mais je pense que le premier pan, ce serait de parler justement, parce qu'on parle beaucoup de renouveau syndical depuis 10 ans, puis je trouve que la question du droit dans cette réflexion et de la place de la judiciarisation est souvent évacuée. Donc, comment ces transformations-là ont un impact sur l'action collective dans vos milieux? Pas peut-être Éric, tu peux te lancer. Ben non, je vais saisir l'occasion. Je vais utiliser le miroir et l'envoyer. Ah oui, bon, OK. Je peux faire un appel à tous. Si tu commençais. En fait, je pense que c'est, compte tenu qu'il y a de plus en plus d'individualisation des enjeux, évidemment, ça affecte la mobilisation. Auparavant, les enjeux étaient davantage collectifs, donc on se reconnaissait davantage, on pouvait plus facilement s'organiser vers des enjeux collectifs. On s'unissait parce qu'on avait des causes communes, on avait des clauses à réclamer d'une façon commune. Maintenant, je dirais qu'il y a de plus en plus, dans un domaine collectif, l'individualisation des conditions de travail. Je vais vous donner des exemples. Dans certains domaines, il y a le salaire au rendement. Bon, qui dit salaire au rendement dit aussi détermination d'objectifs de performance. Donc, toutes ces questions-là amènent, évidemment, on dépose des griefs sur les objectifs, des griefs... Mais la personne, au bout de la ligne, elle dit, moi, je vais être représentée. C'est mon salaire dont on parle. Je n'ai pas obtenu mon augmentation. Donc, le syndicat est vu aussi, d'une certaine façon, comme étant une police d'assurance. Alors, donc, il y a des, comment j'appellerais ça, de l'individualisation de certaines conditions de travail qui demandent une réponse spécifique, par opposition à ce qu'on avait auparavant. Donc, c'est sûr que... Et qu'en pensent les autres salariés, les autres membres de l'unité, c'est plus difficile de rassembler des gens autour d'individualisation de conditions de travail que sur des conditions de travail collectives. Donc, oui, c'est plus difficile, je pense, c'est mon opinion, de mobiliser maintenant que ça l'était auparavant, mais j'ai peut-être pas la même approche. Effectivement, l'action collective autour d'une situation conflictuelle dans un milieu donné, c'est pas un réflexe naturel. Je vous donnerai par exemple une situation où
l'employeur aurait posé un geste tout à fait inadéquat auprès d'un groupe de salariés, mais les salariés ne se réunissent pas ensemble pour faire face à la problématique. Ils vont s'adresser au syndicat de façon individuelle, ils vont demander de l'aide individuelle et, par défaut de temps ou d'expérience, je ne saurais là, le dire, mais c'est pas repris non plus par le syndicat local en action collective. Bon, on peut chercher pourquoi c'est comme ça. Est-ce que c'est effectivement parce que le problème est tellement différent d'un salarié à l'autre, mais pourtant, ils originent tous d'une même problématique, si on prend le temps de l'analyser. Mais ça ne se fait pas. Il n'y a pas de réflexe pour collectiviser une situation qui est par ailleurs commune dans le même milieu. Peut-être en complément, oui, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais je fais écho aussi à ce qu'on a dit sur, que je qualifierais même d'extrême individualisation, là, les droits fondamentaux, mais les droits personnels, avec une obligation, en fait, on impose aux syndicats, en quelque sorte, une représentation, il y a une exigence qui est placée. Je vous dirais que les seuls véritables dossiers que j'ai vus dans les dernières années où il y avait une collectivisation, si je peux me permettre le néologisme, ou un rassemblement, c'est qu'il y avait des événements fédérateurs. Alors, un arbitraire innommable de la part de l'employeur va fédérer les gens, des risques de fermeture, des pertes d'emploi massives à l'horizon, négociations difficiles, ou des dossiers de syndicalisation. Évidemment, je ne sais pas pourquoi je pense à ce dossier-là, je pense à Couche-Tard, mais... ah oui, c'est vrai, c'est parce que je m'en suis occupé. Mais donc, lorsqu'il y a ces ingrédients naturels qui poussent les gens généralement à la syndicalisation, on va retrouver de la même manière, même si le syndicat est âgé, entre guillemets, on va retrouver ces événements-là comme des événements fédérateurs qui vont faire en sorte qu'il y aura une action collective. Malheureusement. Ça va. Un exemple aussi de comment l'action collective peut se créer. Vous avez toute la campagne actuelle dans les services publics au niveau de la négociation. Vous allez sûrement constater qu'on parle de services publics davantage que de conditions de travail. On comprend que le message que si je défends le service ou le maintien ou la qualité du service public, ça va avoir un impact sur mes conditions de travail. Mais pensez juste aux slogans qui ont été accrochés près du pont Jacques-Cartier, l'école à bout de bras, des gens de cœur au soutien de l'éducation. Vous voyez, ce sont des slogans dans une période de négociation, mais axés sur le service public. Pourquoi? Bien, parce que la grève, ça dérange. Hein? La riposte publique à des moyens de pression. Pensez juste aux déclarations de Mme Jérôme Forgette lors de la négociation 2003-2005, quand elle nous parlait de ses dingues de Noël ou de sa sacoche. Il y avait quand même dans son discours « Pauvres parents, les enfants ont été privés de X jours d'école. » Et pourtant, les moyens de pression n'étaient pas des moyens de pression nationaux, c'était des moyens de pression par région et de courte durée. Donc, aller chercher l'opinion favorable du public à ces moyens de pression, c'est évidemment important quand on est un travailleur dans les services publics. Alors, comment on s'y prend? Bien, on va mousser la qualité du service pour emmener nos gens même à se sentir impliqués dans la défense du service public puis aller chercher un rapport de force. J'aimerais ajouter un élément. C'est sûr que il y a plusieurs années, les syndicats étaient vus comme étant le moteur de changement. On a eu des revendications, salaire à 100 $, le salaire à 165 $ par semaine, les congés de maternité qui ont été obtenus et qui, par la suite, ont été importés dans les conventions collectives du secteur privé. Récemment, dans les 2 dernières années, le mouvement syndical canadien, dont la FTQ fait partie, et la CSN aussi, et la CSQ, ont mis de l'avant un projet qui était d'obtenir une bonification du régime de retraite public. Parce qu'effectivement, on considérait que les régimes complémentaires de retraite privés avaient perdu leur aspect complémentaire pour devenir principaux. Et on se disait qu'il devait y avoir une bonification importante du régime de retraite public. Donc, c'est sur des causes comme celle-là, des causes sociales, je pense, que l'on peut davantage mobiliser
Il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru jusqu'à présent d'une façon insatisfaisante avec le gouvernement Harper, mais il y a, c'est par des enjeux sociétaux, je pense qu'il peut y avoir davantage de mobilisation pour faire avancer des causes communes. Ça a été le cas dans le passé, probablement que ça va continuer à être le cas comme ça. Il faut se rassembler autour de questions communes de base comme celle-là.